Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Santé sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Que sait-on du coronavirus, de ses origines, de la maladie, de sa prise en charge, du vaccin aussi? Beaucoup de questions abordées ce soir. Et depuis novembre, sachez qu'une vingtaine de chercheurs et de médecins lillois mettent en ligne des vidéos pour expliquer et comprendre. Et on en parle justement avec notre invité ce soir, Régis Bordet, professeur de pharmacologie médicale. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, professeur, vous êtes membre de ce qu'on appelle une task force qui a vu le jour lors de l'arrivée du Covid l'année dernière. C'est quoi cette task force ? C'est une force opérationnelle où on a groupé tout le monde. On a monté ça en 48 heures avec mon collègue David Launay, avec des coups de téléphone. À l'époque, au mois de mars ? Au mois de mars, oui, c'était la panique. Et donc, on s'est dit plutôt que d'avoir des actions dispersées, il faut grouper tout le monde, le CHU, l'université, l'Institut Pasteur, les grands organismes nationaux, et on est allé chercher les grandes écoles centrales, qui est tout près d'ici, pour que tout le monde soit bien en ligne. Et on a fait d'abord acheter des imprimantes 3D pour faire des visières et puis des petits dispositifs pour les respirateurs, pour les malades. Ensuite, la fondation que je dirige, qui porte le label d'excellence de l'université, a mis sur la table 2 millions d'euros pour favoriser la recherche. Et puis on arrive à la communication à travers notre chaîne YouTube. Une chaîne YouTube donc créée avec des vidéos mises en ligne, on en parle ce soir. Et justement, un premier extrait pour tenter de comprendre. Sur cette base, nous avons développé au sein du CHU un protocole d'auto-rééducation olfactif très simple qui consiste à réaliser 2 à 3 séances quotidiennes avec 4 odeurs sélectionnées parmi les suivantes que le patient peut se procurer dans une épicerie. Et le principe, c'est que pendant 2 mois, le patient réalise lui-même à la maison ses séances de rééducation. Alors, professeur, on le disait, ces vidéos sont mises en ligne depuis le mois de novembre, donc quelques semaines. Pourquoi communiquer sur Internet et sur YouTube ? Sur YouTube, parce que notre cible, c'est le grand public. Nous avons fait le constat que finalement, la population n'était pas forcément très bien informée. Il y a beaucoup d'informations, mais pas forcément des informations vérifiées, solides. Bien sûr que dans cette période d'anxiété, on a tendance à tout croire. Et nous, on ne veut pas que les gens croient, on veut qu'ils comprennent. Vous avez vu des thèses émerger entre mars et novembre, c'est ça ? Qu'est-ce qui vous a le plus choqué, vous ? Et vous vous êtes dit, il faut qu'on y aille, il faut qu'on communique ? Comme pharmacologue, c'est sûr que l'aventure de l'hydroxychloroquine a été très marquante. On a fait un site avec la société de pharmaco pour expliquer justement qu'on ne peut pas prendre un médicament comme ça, de but en blanc, uniquement sur quelques résultats. Alors là, on a vu un extrait de vidéo sur l'odorat. Quels sont les thèmes que vous voulez aborder, qui sont abordés en ce moment ? On aborde tous les thèmes concernant le coronavirus. C'est parti de qu'est-ce que c'est que cette bête qu'on a découvert à partir de mars, quelles en sont les conséquences cliniques, comment toutes ces conséquences délétères sont générées, et puis on a commencé aussi à réfléchir aux options thérapeutiques, préventives, et puis vaccinales bien sûr. Et sur le coronavirus, justement, vous allez avoir quasiment 1 an de recul. Comment le définir aujourd'hui ? Beaucoup de soignants à l'époque disaient mais on n'a jamais vu ça, y compris dans les hôpitaux, c'est inconnu, on ne sait pas comment l'aborder. Et on est toujours dans cet état d'esprit, puisque on le voit bien, c'est un virus qui mute, qui change. On a découvert un tas de conséquences immédiates. C'est les patients qui vont en réanimation. Et à plus long terme, aujourd'hui, sur le comportement, sur l'anxiété, sur les troubles de mémoire. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vu d'aussi brutal, en tout cas que l'on n'avait jamais vu de mémoire scientifique des 100 dernières années. Alors sur ce groupement de professionnels du monde médical à Lille, qui travaille avec vous ? Comment vous décidez les thèmes qu'on évoquait juste avant ? Les thèmes, on les a définis de manière collégiale, puisqu'on se réunit à peu près 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 15 jours. Là, c'est de nouveau 1 fois tous les 15 jours. Et on a groupé, on est parti aussi des résultats qu'on a pu générer à travers la recherche et essayer de faire profiter les gens de la région et d'ailleurs
de nos premiers résultats. Je vais prendre un exemple. Sophie Suzen, notre collègue d'hématologie, a bien étudié les complications hémorragiques. Eh bien, elle a pu expliquer d'où ça venait et comment on peut les traiter. Et comment vulgariser? Parce que c'est ça qui est difficile pour nous, grand public. On n'y connaît pas grand-chose au monde scientifique et médical. Comment on vulgarise? Comment on va droit au but? Alors là, c'était vraiment le cahier des charges. Bon, vous l'avez vu avec Geoffrey Mortuaire, il explique bien, c'est relativement pratique et c'était vraiment, je dirais, la contrainte qu'on a donnée à tous les collègues de ne pas faire trop savant. Par contre, il y a peu de vues, c'est vrai, 300, 500 en moyenne, c'est pas beaucoup, ça vous déçoit? Vous êtes bien sûr, on ne s'était pas fixé d'objectif, donc on n'est pas déçu, c'est au moins l'avantage. C'est sûr qu'on aimerait être plus vu, on a été relayé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais bon, ce soir, on espère que ça va être une formidable caisse de résonance et que nos vues vont exploser et vous aurez un impact formidable. Bon, on espère. En tout cas, professeur, restez avec nous, je vous propose tout de suite de passer aux questions des téléspectateurs. On profite évidemment de vous avoir pour nous éclairer un petit peu. Une question de Thomas de Lille. Pourquoi ne peut-on pas vacciner beaucoup de monde d'un seul coup? Il fait référence peut-être à cette cacophonie entre guillemets sur la gestion des stocks, l'ARS qui repousse les rendez-vous. Pourquoi? Parce que c'est une guerre mondiale sur les vaccins. On voit bien l'entretien qu'a eu la présidente de la commission avec le PDG d'AstraZeneca. C'était quand même à couteau tiré. Bon, il y a un vrai enjeu géopolitique sur l'approvisionnement. Bon, l'Europe est en train de faire en sorte d'avoir des doses de vaccins. En même temps, il y a toute la logistique à mettre en place. Et tout de même, on a vu les vaccinations décoller. Bien sûr, il y a la question de la deuxième dose. Le choix raisonnable a été fait d'assurer la deuxième dose plutôt que d'étendre trop la fenêtre entre la première et la deuxième dose, alors même que les essais ne nous disent rien de l'impact de cet allongement de la fenêtre. Donc là, il y a un petit délai pour que les stocks permettent de faire les deuxièmes doses et que ensuite le relais soit pris. Autre question de Myriam de Boulogne-sur-Mer. Pourquoi les laboratoires mettent-ils du temps pour créer ces doses de vaccins? C'est-à-dire qu'ils ont des chaînes de production qui sont ce qu'elles sont, en nombre limité. Pour mettre en route de nouvelles chaînes de production, il faut à peu près 2 mois. Bien sûr, on veut une assurance qualité de ce qui est produit. Les gens savent bien qu'ils veulent avoir des vaccins. On ne peut pas aller plus vite que la musique, c'est ça? Exactement. Ils veulent avoir des vaccins, mais d'être sûr que ce que l'on leur injecte a été bien vérifié. C'est normal. Autre question de Paul, cette fois de la Madeleine. On parle de la vitamine D comme traitement préventif contre le Covid. Est-ce que ça marche vraiment? Pour l'instant, on n'a pas de données d'essais montrant que la vitamine D fonctionne. Il y a des données sur l'effet immunologique de la vitamine D, son effet anti-inflammatoire. Encore faut-il être sûr qu'il y ait vraiment une carence, parce qu'on en a dans l'alimentation. Si vous mangez du saumon, si vous mangez du fromage, et puis si vous mettez un petit peu au soleil, bon, c'est difficile dans le Nord, mais on a un apport normal de vitamine D. Et attention de ne pas en prendre tout seul dans son coin, parce qu'un excès de vitamine D a aussi des conséquences délétères. Ça fait monter le calcium dans le sang et c'est pas bon. Pourquoi? Ça fait quoi? Le calcium sur le cœur, par exemple, ou sur les os, peuvent avoir des effets délétères. Très bien. Une autre question de Jean de Lansbon. Vous venez de l'évoquer brièvement. Pourquoi on ne change pas la durée de délai entre les doses de vaccins pour le proposer à plus de personnes? C'est une question de sécurité. C'est une question de sécurité et de respect des essais cliniques tels qu'ils ont été faits. C'est ce qu'a dit Olivier Véran la semaine dernière, effectivement, sur cette question. René Dasbrook, lui, se demande où en sont les recherches de l'Institut Pasteur de Lille dans la création d'un traitement. Et oui, on a l'Institut Pasteur chez nous à Lille. C'est quand même une fierté. Où est-ce qu'on en est, vous savez, vous? Bien sûr, il n'y a que 2 instituts Pasteur, un à Paris et un à Lille. Donc effectivement, oui, bien sûr, on est un petit peu au courant puisqu'on a aussi financé le début des recherches. Donc il y a une molécule qui a été identifiée. Il y a eu des compléments d'études animales et in vitro, comme on dit, sur les cellules, pour être sûr que ça fonctionne bien. Et je sais que les collègues sont en train d'écrire et de finaliser le protocole. Et ils ont annoncé
qu'ils espéraient délivrer des résultats, je pense, à la fin de 2021, ou en tout cas au deuxième semestre. Alors justement, certains ont peur des vaccins. C'est le cas d'Élodie de Bruy-à-la-Buissière. Est-ce que les médecins travaillent à la création d'un médicament? On en parle peu ou pas beaucoup? Si, il y a beaucoup d'essais qui sont faits de par le monde. Pour l'instant, tous les résultats ont été négatifs. Le seul traitement qui a montré une efficacité, c'est un vieil anti-inflammatoire, mais ça n'a pas une action directe sur le virus. Pour l'instant, les antiviraux n'ont pas montré leur efficacité, et finalement, la meilleure prévention, c'est le vaccin. Voilà, il faut se c'est le faire vaccin, vacciner. quoi qu'il arrive. Oui. Une dernière question, professeur. Est-ce que le vaccin est efficace contre les variants? Et oui, on en parle beaucoup de ces variants. C'est une grosse inquiétude. Alors, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que les vaccins sont efficaces sur le variant britannique. Pour l'instant, on n'a pas encore de données sur les autres variants brésiliens et sud-africains. Bien sûr, c'est la crainte, mais en même temps, vu la méthodologie, il y aura une possibilité de régénérer de nouveaux vaccins avec la petite séquence d'ARN nécessaire. Merci beaucoup Régis Bordet, professeur de pharmacologie médicale, d'avoir été avec nous et pour votre analyse ce soir. Demain, votre magazine Top sortie à la maison, comme tous les vendredis. Nous allons revenir sur l'affaire des noyés de la Deûle qui a marqué bien sûr la société lilloise au début des années 2010 avec le journaliste Thomas Stathus, auteur du livre Les noyés de la Deûle.